Donc le but, c'est de faire un récap de la formation AZ500. On l'a fait sur 5 jours. Donc au départ, on a commencé à voir ce que c'est que l'Azure AD. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il faut retenir sur l'Azure Activity? Donc c'est une base dans laquelle vous allez mettre tous vos users et utilisateurs et groupes. Euh, donc users et groupes. Qu'il y a de la déconnect derrière pour faire de la synchronisation. Que l'Azure a plusieurs éditions. Vous vous souvenez, Free, P1, P2. Euh, que la différence entre l'Azure AD et l'AD On-Premise, c'est que l'AD On-Premise utilise le protocole Kerberos, alors que l'Azure AD, c'est du Smile. Qu'il y a l'ensemble de rôles, et que ces rôles nous permettent de déléguer des droits, évidemment. Donc au niveau sécurité, c'est super important. On a vu qu'il existait également le passwordless qui nous permettait, à travers, par exemple, du Microsoft Authentication App, Windows Hello for Business ou des FidoKey, de pouvoir éviter de mettre un password. Au niveau sécurité, c'est quand même vachement important. Et on a vu le MFA, le Multi-Factor Authentication. On a parlé après des différentes façons d'intégrer le monde on-prem avec l'Azure AD, avec le Password Hash Synchronization, Password Authentication, ADFS. Donc ça, c'était principalement les différentes façons qu'on a pour faire de l'hybridation. Ensuite, nous avons vu évidemment la grosse partie au niveau sécurité, c'est la partie Identity Protection. Donc Identity Protection, grâce au Conditional Access, va permettre de détecter des risques avec du machine learning. Par exemple, peut-être votre password a été piqué par des cybercriminels. Dans ce cas-là, Microsoft va scanner et s'il trouve votre mot de passe, il va évidemment, normalement, en condition, vous allez bloquer le compte, par exemple, ou demander de forcer le changement d'un mot de passe. On a vu qu'il y avait Impossible Travel. On ne peut pas être dans 2 pays en même temps. On a vu qu'on pouvait également empêcher l'accès depuis certains pays. Donc, on a vu qu'il y avait des risk policies, des sign risk policies et des user sign risk policies. Que derrière, on mettait en place des technologies de MFA, évidemment, pour forcer de prouver que c'est la bonne personne. Vous avez tous, évidemment, expérimenté le fait que si vous êtes dans 2 pays différents ou si vous êtes dans des machines virtuelles différentes, il va forcément vous demander, comme Google vous le demande, Google Gmail, de saisir et de prouver avec l'authentificateur que vous avez sur votre poste, de prouver que c'est bien vous. Ok. Alors, on a vu ensuite que Azure était basé sur un Zero Trust model. Le Zero Trust model nous a permis évidemment de parler de la partie Conditional Access, hein, donc là, et surtout on a parlé de la partie PIM. On se souvient que PIM, c'est une solution qui s'appelle Privilege Identity Management, qui permet de gérer quelque chose qui est très critique dans une infrastructure, c'est le fait de rajouter un utilisateur dans un rôle qui lui-même a des permissions qui peuvent être hyper globantes au niveau des droits, par exemple Global Admin, par exemple Security Admin, et que on passait par un workflow PIM qui nous permettait d'activer un rôle quand j'en ai besoin, mais que pendant certaines heures, de pouvoir justifier et demander l'approbation à quelqu'un pour qu'il soit d'accord et qu'il active. Donc en général, c'est le responsable de la sécurité qui va dire ok, moi j'active ça. On a vu ensuite toute une gestion assez classique de qu'est-ce que c'est qu'un resource group. On a vu qu'est-ce que c'est que le Azure Policy. Azure Policy permet de, au moment où vous créez une ressource dans Azure, d'être sûr qu'elle respecte bien une policy. On peut imaginer que dès que vous créez une machine virtuelle, vous allez créer une policy qui demande à la personne minimum dans la machine virtuelle de chiffrer ses disques, d'avoir un agent backup dedans, d'avoir peut-être des ports qui ne soient pas exposés, etc. Tout. Donc les policies, c'est une manière de vérifier que quand la personne crée une ressource, que la ressource soit créée par rapport à ce que vous avez défini. Par exemple, on peut empêcher la personne de créer des ressources autres qu'en France, par exemple. Ou on peut empêcher la personne de créer des ressources de type machine virtuelle avec des tailles tellement importantes que ça
ça a un impact sur la production et sur le prix, évidemment. On a parlé ensuite de... donc on a fini cette partie-là, vous avez fait vos labs, tout, et ensuite on a parlé de la partie périmètre security, c'était le module 2. Donc qu'est-ce qu'on a parlé dans périmètre security? On a parlé des différents moyens de protéger votre infra. Au niveau réseau, il y a le firewall, il y a le DOS et le DDoS protection. Donc on a un ensemble de solutions pour protéger. Donc le 0-day veut dire voyons, évidemment, on va micro-segmenter, on va avoir confiance en personne. Donc, on va utiliser au niveau du réseau les NSG. NSG, c'est du Layer 3, Layer 4 Access Control. C'est donc quelque chose que vous pouvez activer sur vos subnets et sur la carte réseau. On a parlé de Application Security Group. On a parlé également de Azure Web Application Firewall, le WAF, qui est une solution pour protéger votre site web contre les attaques les plus connues, type SQL injection, cross-scripting, etc. Tout. Et puis, évidemment, le mot de passe doit être géré par une solution de gestion des mots de passe automatique qu'on appelle LAPS, Local Admin Password Solution. On a parlé des différentes, on a évidemment parlé du DDoS, des différentes solutions qui existent dans le DDoS. On avait 2 licences, vous vous en souvenez, basique et standard. On a parlé du firewall. Le firewall protège tout votre VNet, alors que le NSG ne protège que le subnet ou les cartes réseau de vos machines virtuelles. L'Azure Firewall est un système de stateless qui va vous protéger, qui va bloquer tout ce qui est FQDN, tag, faire des règles, évidemment, tout ce qui est IP source, IP destination, port, protocole. C'est du stateful. Il est hautement disponible. Il peut faire du NAT, du DNAT, et on a même parlé de l'Azure Firewall Premium, qui lui fait du TLS inspection, du DP, URL filtering, et qui est vraiment complètement compatible à la norme PCI DSS. C'est bon pour l'instant? Donc tout ce que je vous dis, c'est déjà, voilà, c'est déjà beaucoup moins obscur que vous l'aviez le premier jour. On a parlé ensuite de la partie Network Security. Dans Network Security, on a parlé des NSG, on a parlé de ensuite des Application Security Groups, ça veut dire c'est le NSG, mais qu'on va exposer à des groupes de machines qui se partagent le même type de service. Et surtout, on a parlé de Service Endpoint, c'est pour privatiser. Vous vous souvenez que le Service Endpoint, c'est quelque chose de très important. Le Service Endpoint permet d'être sûr que quand tu te connectes entre 2 ressources, tu restes sur le backbone de Microsoft. Vous vous en souvenez de ça? Des Service Endpoint? Ouais. Ok. Service Endpoint, ça veut dire qu'au lieu de sortir et revenir, je reste sur le backbone. Donc ça apporte que des avantages. Ensuite, on a parlé un peu du Web Application Firewall et du Azure Front Door. Azure Front Door Web Application Firewall qui est une solution qui s'apparente évidemment à du... enfin, j'ai plus en tête, c'est pas grave. On a parlé un peu de l'ExpressRoute rapidement. Voilà, donc ça c'était la partie. Après, on a parlé de comment est-ce que tu te connectes à l'Azure quand tu fais des actions d'administration. Donc, on a parlé de ces machines privilégiées que tu dois créer et qui doivent être protégées au maximum. On a parlé des Jumpbox également. On a vu également comment se connecter à une machine Windows et Linux. Et surtout, on a vu le Bastion. On l'a mis en place. On a parlé aussi d'Update Management, puisque quand on parle évidemment, de ressources, on doit patcher. On a parlé ensuite de la partie Disk Encryption. Donc, on a vu qu'il y a 2 technologies. Il y a le BitLocker et donc le DMCrypt qui permet de crypter Linux. Donc, 2 technologies très importantes. Et puis, on a parlé de baseline de sécurité. Voilà. Donc, ça, c'était la partie... voilà. Après, on a vu ce matin la partie Kubernetes. Donc, on a vu ce que c'était que le Azure donc ACI, donc Azure Container Instance. Donc là, c'est quelque chose de traditionnel. Et on a vu surtout après Kubernetes. Donc, on a vu
comment créer un cluster, on a vu comment créer une ACI, Azure Container Instance. On a parlé de la partie sécurité, on a vu qu'il existait une solution pour hoster vos images qui s'appelle le Azure Container Registry, ACR, très important, qui nous permet de protéger nos images, donner des droits, des permissions. C'est autre chose que le Docker Hub qui est plus public que l'est l'ACI. Ensuite, on a parlé de Kubernetes. Que fait Kubernetes? On a vu qu'on avait des notions des termes, des pools, des nodes, des pods, des fichiers manifestes. On a vu la protection que derrière, le Kubernetes se connecte sur une EG, sur un VNet. On a vu qu'on avait du storage sur la partie Kubernetes. Donc ça, c'était donc le jour 2. Enfin, disons le module 2, grand module 2. Ensuite, nous avons vu la partie Key Vault. Alors, Key Vault, on est en plein dans la sécurité, vous permet de sauvegarder des certificats, des secrets, des keys qui nous permettent par exemple de chiffrer un disque ou une machine virtuelle. Donc on a vu que Key Vault, c'était un coffre-fort, que dans la version premium, on pouvait même protéger, stocker nos secrets dans du Hardware Security Module, niveau Thales, pour une question de FIPS, 140 level 2, qu'il existait deux Key Vault, standard et premium. Le premium, c'est du hardware et le reste, c'est du software. On a vu que pour se connecter à du Key Vault, il faut donner l'accès, que le Global Admin peut-être accès à tout, mais les développeurs ne peuvent que utiliser, évidemment, le résultat d'une key, ne peut pas créer, évidemment, des keys dedans. C'est pas leur but. Ce qui va le faire, c'est le département de la Sécu, le SOC. Ensuite, on a vu les certificats. Bon, on a vu qu'on pouvait entièrement gérer le cycle de vie d'un certificat, c'est quand même pas mal. On a vu également qu'on pouvait manager nos propres keys, c'est-à-dire que vous pouvez générer un key de AS256 qui va vous permettre d'utiliser vos propres keys si vous ne voulez pas utiliser les keys proposés par la plateforme de Microsoft. Ensuite, on a parlé de identité. On a vu qu'on avait la Microsoft Identity Platform, version 2, qui nous permet à un codeur de pouvoir très rapidement dans un code, soit en C#, en Java, en Python, de pouvoir intégrer dans son code très facilement une authentification. Donc on va pouvoir récupérer, donc associer, enregistrer une application et ainsi accéder au token. Et on a vu l'importance du Microsoft Graph pour les développeurs, qui nous permet effectivement de pouvoir accéder à tous les API. Et Dieu sait qu'il y en a, puisqu'il y a des API pour 365, pour Azure, pour du SaaS, pour tout. Et que ça nous permet effectivement de pouvoir accéder aux API, de faire des tests même, parce qu'on a vu qu'on pouvait faire des tests. Ok. Donc ensuite, nous avons vu la partie data, la souveraineté des données. On a vu ce que c'était qu'une région, qu'une paire région, pour une question de disaster recovery. On a vu qu'on avait également l'accès au storage. L'accès au storage avec ce qu'on appelle des keys ou des SAS, Shared Access Signature, qui ont l'avantage d'expirer après un certain temps. On a vu qu'on pouvait activer pour du storage également le Storage Service Encryption, qui nous permettait de pouvoir stocker at rest nos données, soit à travers les keys de Microsoft, soit en générant nous-mêmes ce qu'on appelle les Custom Management Keys. Ensuite, on a vu qu'on pouvait activer le Secure Transfer, donc qui est recommandé. Bon, ça c'est normal, c'est du TLS HTTPS, ça paraît logique. Ensuite, on s'est basé sur la partie SQL. Donc, on a vu qu'on pouvait en passe créer des serveurs SQL, créer des bases de données SQL, et qu'on pouvait accéder, on pouvait activer l'authentification intégrée, ou carrément se connecter à l'Azure AD. On a vu qu'on pouvait également gérer le firewall. Vous vous souvenez que le firewall, on pouvait l'activer au niveau de tout le serveur. Là, on le fait sur le portail ou en Transact SQL, pouvoir également configurer du firewall au niveau des bases de données. Pour pouvoir se connecter sur du SQL, il faut modifier le Server Level IP Firewall Rules. On a fait une démo où j'ai rajouté l'adresse IP de Malte pour pouvoir se connecter. On a vu également que dans SQL, on pouvait faire du Data Discovery Classification pour une question justement de compliance, GDPR. Voilà. Et puis, on a vu qu'on pouvait activer le Defender for SQL qui nous propose des solutions contre des attaques du type
SQL injection, brute force SQL credential, etc. Donc on a tout un ensemble de solutions qui nous permet de nous protéger. On a vu qu'il y avait également du DDM, du Dynamic Data Masking, qui permettait de masquer, par exemple, des informations de nos cartes Visa, nos cartes bleues, de téléphone, et fait dans le sens qu'un code, que quand je fais des recherches, des requêtes, je n'expose pas des informations qui sont évidemment hyper critiques. On a vu qu'on pouvait également, dans SQL, activer le Always Encrypted, c'est-à-dire dans SQL lui-même, on va pouvoir complètement chiffrer nos données grâce, en fait, compte, à l'Azure Key Vault. Donc, ça se fait à travers le SQL Management Studio. Ensuite, eh bien, on a terminé avec la grosse partie sécurité, puisque dans la partie sécurité, on a vu déjà l'Azure Monitor. L'Azure Monitor qui nous donne des alertes. Et surtout, on a vu que la puissance de l'Azure Monitor et de tout ce qui se passe dans Azure, dans 365, permet d'exporter vers une solution de type SIEM, Event Management, et SOR, donc SOR, réponse automatique. Donc, on peut également placer tout ce qui est moniteur dans un Event Hub. Event Hub, c'est pour être consommé par une solution tierce. On a vu dans le moniteur, on pouvait loguer les métriques et les logs. Les moniteur logs, c'est ce qui se passe. Donc, par exemple, quelqu'un crée une machine virtuelle, quelqu'un supprime une machine virtuelle, quelqu'un fait quelque chose sur 365, sur SharePoint, sur OneDrive, sur Teams, etc. tout. Et qu'on pouvait utiliser ce qu'on appelle le Custo Query Language, qui est un langage hyper sophistiqué, qui nous permet de faire des recherches et des requêtes très puissantes sur tout ce qui se passe dans mon infra. On a vu que tout ce qui est moniteur se stocke dans un log analytique, c'est un puits de log. Okay. On a vu les alertes d'Azure Monitor. On va pouvoir créer des alertes avec des actions envoyer SMS, email, exécuter par exemple une fonction, une logic apps. Et ensuite, on a vu l'air de la guerre, c'est-à-dire le produit qui s'appelle Microsoft Defender for Cloud, anciennement Azure Security Center. Ce produit nous permet de nous protéger contre le Mitre attaque. Vous vous souvenez, la différentes chaînes de reconnaissance, intrusion, exploitation, privilege escalation, lateral movement, anti-forensic, denial au service et exfiltration. Donc, il se base sur le Mitre attaque, donc le Azure Security Center. Il fait la recommandation, donc il va continuellement scanner toutes vos ressources pour voir si elles sont bien sécurisées. Et sinon, ça a un impact sur le Secure Score, puisque le Secure Score plus il est haut, plus vous allez appliquer les recommandations qu'il vous propose. On a des security policies, justement, c'est dedans où on va lui dire qu'est-ce que tu as besoin de me montrer comme info. Et puis après, on va monitorer les recommandations. On va pouvoir accepter les recommandations. Plus vous acceptez, plus vous sécurisez, plus votre score est haut. On a vu qu'on pouvait, grâce à donc Microsoft Cloud Security, donc Azure Center, activer ce qu'on appelle le GIT, Just-in-Time VM Access, qui permettait d'ouvrir les ports 22, 33, 89 ou d'autres ports que à la demande. Et puis, nous avons parlé de Sentinel. Alors, Sentinel, on est allé très rapidement dessus. Il y a un cours, vous pouvez noter si vous voulez, qui s'appelle le SC-200. SC-200, où en 3 jours, on parle de Sentinel, pratiquement. Donc, Sentinel est une solution du type SIEM, Security Information Event Management, et de SOAR, qui veut dire Security Orchestration Automated Response. L'Azure Sentinel est en tant que service, vous n'avez absolument rien besoin d'installer. Il collecte, détecte, investigue et répond. Comment est-ce que Azure Sentinel récupère ces informations? En se connectant à des data connections. Data connection, c'est d'où vient l'information. Ça vient de peut-être Microsoft Field Protection, 365, ATP, Azure AD, abonnement, etc. tout. On peut même se connecter à des systèmes tierces, récupérer les logs de, par exemple, vos firewalls à vous. Okay. Ensuite, on a vu la création de workbooks, analytiques, comment on crée des règles pour les incidents. On a vu les playbooks qui permettent de répondre automatiquement à une attaque.
On avait également une notion graphique où on pouvait voir tout ce qui se passe au niveau attaque, et le hunting qui permet d'aller à la chasse, en fait, compte, de créer des queries par rapport à des comportements. Donc, ça, c'était un récap, et en tout cas le contenu de cette formation AZ500.